Bienvenue sur Matrimoine Féministe, le podcast qui traite des sujets de société avec un œil féministe. Je suis Estelle Cozy, sa fondatrice, et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. Vous n'avez d'ailleurs pas besoin de prendre de notes, puisque la retranscription complète de l'épisode se trouve sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com. En attendant, je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir aux personnes qui nous écoutent. Je suis en compagnie de Stéphanie Daniel, avec qui nous allons parler de sa e-librairie, Les Livres qui s'aiment. Je te suivais d'ailleurs sur Instagram depuis un bon moment et j'ai eu le plaisir de te rencontrer en vrai lors de la fresque de l'équité et du coup, je suis très contente de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Du coup, Stéphanie, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Déjà, bonjour Estelle et bonjour à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Merci pour l'invitation. Donc moi, je m'appelle Stéphanie Daniel et je suis la fondatrice de la librairie Les Livres qui s'aiment, qui est une librairie jeunesse engagée pour la diversité, l'égalité et l'écologie. J'habite à Paris dans le 10e arrondissement avec ma famille, donc mon conjoint et mes 2 enfants. Et j'ai une formation initiale, un début de carrière plutôt orienté vers l'international où j'étais responsable de production et de l'administration des ventes. Et suite à la naissance de mes 2 filles et à une profonde quête de sens, je décide en 2019 de me réorienter vers l'économie sociale et solidaire. Et donc, je fais une formation en RSE, responsabilité sociétale des entreprises, parce que j'ai vraiment l'envie de m'engager dans la transition écologique et sociale. Et en 2019, en fait, quand je fais cette formation en RSE, je réalise à quel point on est surtout sur des métiers de communication pour convaincre, pour faire des choix éclairés. Et je réalise que plutôt que de convaincre, il faut plutôt éduquer. Et donc, c'est à ce moment-là que je me dis que l'éducation est vraiment clé pour construire avec les futures générations ce monde durable et juste dont on rêve. Et donc, plutôt que de m'engager dans la RSE, je vais rechercher d'avoir plutôt une mission professionnelle, une voie professionnelle beaucoup plus de terrain auprès des enfants et des familles. La bascule, elle arrive en 2020, quand je suis confinée à Paris, dans mon petit appartement parisien, avec mes 2 filles qui ont 3 et 5 ans à l'époque. Et donc, faut imaginer qu'on est enfermé dans l'appartement et je n'ai que les livres pour les occuper toute la journée. Et à ce moment-là, c'est là où j'ai une révélation, où je réalise que les livres qui nous entourent sont fortement stéréotypés. Je me rends compte à quel point les personnages principaux au cœur de nos intrigues sont toujours les mêmes, c'est-à-dire, si on se pose devant nos bibliothèques, on réalise à quel point les personnages au cœur des intrigues, ça va être des personnages masculins, blancs, cisgenres, minces, valides, hétérosexuels, issus de familles, qui vivent sous le même toit que son papa et sa maman. Alors que notre monde regorge de personnes diversifiées en termes de genre, de culture, de corps, d'orientation sexuelle et de schémas familiaux. Et en fait, je réalise à quel point les livres qui nous entourent ne représentent pas la diversité du quartier et véhiculent de nombreux stéréotypes. Moi qui essaye d'élever mes filles avec des principes d'égalité, je me rends compte qu'en fait, ce qui va occuper nos journées, les livres, eux vont prôner des messages qui vont dicter le contraire. Donc là, en fait, ça a été un premier déclic pour moi. Et le deuxième déclic, il a été vraiment aussi de tomber sur des bonnes surprises durant le confinement. 2 livres que je peux vous partager. Mes filles avaient 3 et 5 ans et je découvre la collection Petite et Grande, éditée chez Kiman, avec le portrait de Rosa Parks. Et là, c'est une révélation, en fait, de pouvoir montrer que je peux déjà présenter des rôles modèles féminins à mes filles, de présenter le portrait d'une femme noire qui, avec un nom, a réussi à mobiliser les foules pour la justice sociale. Et un deuxième ouvrage aussi qui s'appelle Amour, beauté et crotte de nez, de Jean-François Morisseau. Et dans cette histoire, pour la première fois, je tombe sur 2 femmes qui tombent amoureuses et je me vois encore marquer une pause et dire à mes filles, vous avez le droit d'aimer qui vous voulez. Et donc là, si tu veux, j'ai une vraie révélation. Je réalise que
que les livres sont des outils puissants pour transmettre des messages et qu'en fait, ils peuvent avoir un impact négatif comme positif. Donc là, c'est vraiment pour moi une révélation, en tout cas durant le confinement. C'est comme ça que je suis arrivée à réfléchir sur la création d'une librairie engagée, les livres qui s'aiment. Bah, merci beaucoup pour cette présentation. C'est vrai que je la trouve, très, très belle et en fait, de ce que je comprends dans tout ce que tu dis, c'est que tu cherchais à avoir, de l'impact à ton échelle, dans la société et c'est important. On a besoin de personnes engagées pour faire bouger les lignes et transformer, les mentalités et du coup, de ce que je comprends aussi, c'est que tu cherches aussi à planter des graines d'éveil, du coup féministes, écologiques et cetera et surtout que, c'est hyper important de faire ça, bah, dès que, bah, les enfants sont jeunes parce que plus ils seront, confrontés à la diversité du monde, plus ils auront une ouverture d'esprit incroyable que s'ils n'ont pas cette éducation, aussi jeune, ce sera beaucoup plus difficile à acquérir. Donc c'est vrai que le pouvoir des mots, le pouvoir des sens, le pouvoir des représentations en étant si jeune, bah, c'est super important et du coup, bah, bravo, pour ce que tu fais et bravo, bah, du coup, pour avoir mené ce projet et montré à tes filles et du coup, aux filles et aux garçons, aux autres, enfin, ou même des personnes, des enfants qui peuvent aussi remettre en cause leur identité, parce que ça peut arriver à tout âge. C'est hyper important qu'ils puissent se construire dans un monde où ils se disent: «Tout est possible». Tout à fait et surtout dès le plus jeune âge. C'est ça qui est important, c'est que, vraiment je me suis dit que, c'était peut-être inutile de commencer à sensibiliser les enfants à partir de 6-7 ans qu'on pouvait encore appeler, l'âge de raison et que c'est vraiment dès tout petit qu'il faut commencer. Déjà parce que, les chercheurs et sociologues en littérature jeunesse vont vraiment parler de la littérature jeunesse comme un espace de socialisation pour les enfants et pour moi, c'était, d'autant plus vrai pendant le confinement qu'on n'avait pas de contact avec l'extérieur et qu'en fait, on avait vraiment les livres. Il y avait les livres étaient utiles pour construire, dans la construction, identitaire et sociale de mes filles et on en parlera après en effet avec mon travail auprès de La Fresque, mais ce travail, d'éducation et des représentations culturelles et médiatiques auprès des enfants, elle est vraiment très importante parce que, aujourd'hui, les études montrent que les individus intègrent les stéréotypes dès l'âge de 4 ans et la difficulté, elle est vraiment là. Elle est vraiment de trouver des albums jeunesse avec des représentations diversifiées et non stéréotypées dès le plus jeune âge. Parce que plus on va grandir et plus ces représentations vont être de plus en plus faciles à trouver, mais là, la difficulté, elle est vraiment de trouver des albums vraiment dès la naissance qui vont être avec des représentations justes et positives. Mmh. Bah, par rapport à ce que tu me dis, je vais rebondir sur, ce que tu viens de dire à l'instant, parce que tu dis qu'il y a une difficulté à trouver des albums et du coup, bah, ça m'amène à la question, toi, comment tu fais pour trouver, des albums, engagés, qui reflètent tes valeurs pour les présenter dans ta e-librairie? Et aussi potentiellement une autre question que je me pose et que peut-être les personnes se posent également, pourquoi une e-librairie et pas une librairie physique? Alors, déjà, ce qui est important de savoir, c'est que moi, je suis arrivée dans le monde de la littérature jeunesse en tant que parent. C'est-à-dire que je viens pas du monde professionnel du livre ou du monde professionnel de la petite enfance. Et donc, j'ai commencé par constater un problème, le problème de ma bibliothèque, qui ne reflétait pas du coup la diversité du quartier. Et avant de m'engager dans un projet tel que monter une librairie, je suis passée par différentes étapes. C'est déjà de créer un compte Instagram pour savoir si est-ce que j'étais la seule en fait, est-ce que nous étions la seule famille à vouloir des représentations plus diversifiées. Et j'avoue que mes premiers ouvrages, j'ai commencé à aussi les chiner sur Instagram. Et en fait, j'ai notamment repéré de super ouvrages dans les campagnes de crowdfunding. Et en fait, j'ai trouvé des ouvrages qui avaient été refusés par les maisons d'édition et dont les familles concernées enfin, lancer des campagnes de crowdfunding pour financer les ouvrages. Et c'était des gros succès. Je peux te citer par exemple la collection, enfin la maison d'édition On ne compte pas pour du beurre, qui au début était une association qui a été lancée
par 2 parents, une famille lesboparentale qui n'avaient pas de livre qui représentait leur famille, pour leur enfant et donc elles ont décidé de créer leurs propres histoires. Je pense aussi à la collection des petits, illustrés qui était pour, représenter et nommer, les parties intimes des petites filles parce que, une des autrices qui est sage-femme, heu, bah, face aux questions de ses filles, voyait qu'elle n'avait pas d'ouvrage à présenter, heu et bien les petits illustrés d'intimité, ils ont débuté par une campagne de crowdfunding qui a fait un gros carton. Je pense aussi à l'ouvrage de Diveka sur les femmes noires francophones. Diveka, une association qui milite pour plus de diversité dans la littérature jeunesse, constatait elle aussi qu'aujourd'hui il y avait de plus en plus d'ouvrages sur des rôles modèles féminins, mais constatait qu'il y avait une absence de femmes noires francophones. Et donc elles ont créé aussi leur propre guide de rôle modèle pour les communautés noires. Et donc moi, l'idée, c'était vraiment d'aller chercher ces ouvrages qui répondaient à un besoin et l'envie de les mettre sur une plateforme commune pour qu'un maximum de gens puissent en bénéficier. C'est-à-dire de proposer à la fois des livres qui vont être miroirs et fenêtres, c'est-à-dire des livres où les enfants et les familles vont pouvoir se reconnaître, et aussi des livres qui vont permettre aux enfants de pouvoir découvrir les vécus d'autrui. Voilà, ce concept de miroir et de fenêtre qui va développer l'empathie chez les enfants et qui va aussi, pour les enfants et les familles qui ne sont pas représentés, montrer à quel point être représenté des livres, c'est aussi exister et être légitime dans la société. Et donc, pour revenir à ta question sur comment je chine les livres, enfin moi je me vois vraiment comme quelqu'un qui va chiner les livres, c'est que moi je suis partie d'un constat qui était que j'ai fait le lien entre les problèmes sociétaux qui sont existants et j'ai fait le lien avec les représentations culturelles dans les contenus jeunesse et de constater que en fait le livre avait aussi son rôle à jouer euh, pour lutter contre les discriminations et lutter contre les inégalités. Et donc, pour chercher ces ouvrages, euh, je me dote de lunettes un petit peu spéciales. J'active un peu mes radars. Je vais écumer les bibliothèques. Je vais aller sur les comptes Instagram aussi pour chercher des ouvrages. Je vais aussi parfois en librairie, dans les rayons jeunesse. Pour moi, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir le livre et de le scanner en entier. Donc, de faire attention au texte et aux illustrations. Ça va être, j'ai aussi une liste de critères que je me fais. Donc, par exemple, pour t'en citer quelques-uns, je choisis essentiellement des histoires qui sont ancrées dans le réel, avec des personnages réels. Donc, j'écarte de prime abord tout ce qui va être animaux anthropomorphisés. Pourquoi aussi avoir des histoires ancrées dans le réel? C'est que moi, je préfère vraiment montrer aux petites filles et aux petits garçons qui peuvent être qui ils veulent, qui ils et elles veulent et rêvent dans ce monde réel et pas que dans des contes de fées. Et aussi parce qu'on s'attaque à des discriminations et des inégalités qui sont bien réelles. Et donc pour moi, vraiment de montrer des livres qui vont représenter aussi cet espace dans lequel ils vivent et ils évoluent. Et donc ça, par exemple, voilà les critères d'avoir des personnages ancrés dans le monde réel, d'exclure les animaux anthropomorphisés, donc ça va être des animaux qui vont avoir des comportements humains, surtout quand on observe les animaux anthropomorphisés femelles qui sont plutôt représentés pour, euh, pour incarner la maternité. Et puis ensuite, dans mes critères, je vais être vraiment en alerte sur les profils des personnages principaux et leurs familles, de neutraliser un maximum de stéréotypes, de regarder le schéma familial, et puis de regarder aussi qui écrit les livres. Donc ça m'intéresse aussi de voir quelle est la ligne éditoriale des maisons d'édition qui vont éditer le livre, qui vont être les auteurs et les autrices, les illustrateurs et les illustratrices, parce qu'il y a plein de messages aussi qui se cachent dans les illustrations. Voilà, de lire entre les lignes. Donc voilà, j'ai une petite liste de critères que je vais avoir pour sélectionner les livres. Je ne suis pas du tout une librairie lambda. Les livres qui s'aiment, c'est vraiment une librairie qui souhaite répondre et qui souhaite empouvoirer tous les enfants. Voilà, en représentant les familles et les enfants qui sont habituellement invisibles dans la littérature jeunesse. Et pour répondre à ta question sur pourquoi une e-librairie, j'habite à Paris et je t'avoue que
des chouettes librairies, il y en a vraiment, dans tous les quartiers de Paris et que je voulais pas me limiter à la population parisienne qui bénéficie déjà de cette offre, très riche. Moi, ce que je voulais toucher, c'était plutôt ces familles qui sont plutôt loin, écartées des bonnes librairies. Parce que j'ai eu l'expérience, quand j'étais un moment dans le sud de la France, pas dans un confinement, mais presque à la suite d'un confinement, je suis partie 3-4 mois, dans le Var et j'avais pas de librairie accessible et le seul endroit où j'allais trouver des livres, c'était dans les hypermarchés et je peux te dire que l'offre, elle était, catastrophique et disons que mon déclic de ma volonté de faire une e-librairie, c'était vraiment de proposer des ouvrages partout en France et pas seulement qu'à la population, parisienne. Alors du coup, pour rebondir par rapport à tout ce que tu m'as dit, parce que je trouvais ça hyper intéressant et enrichissant. Déjà le premier point, je trouve ça hyper bien que tu fasses cette mission pour développer, l'empathie chez les enfants et la bienveillance, car j'ai déjà dit plusieurs fois dans mes épisodes de podcast, je pense que le monde se porterait tellement mieux si on avait plus d'empathie, de bienveillance, qu'on essayait de comprendre l'autre au lieu d'être, constamment en opposition alors qu'on est différents. Et alors, en fait, c'est pas grave la différence, c'est même super, c'est même hyper enrichissant et comme ça, l'apprendre dès le plus jeune âge aux enfants, je trouve ça super bien. D'ailleurs, quand tu me parlais de campagne de crowdfunding, ça m'a fait penser à mon invitée, Sylvie Ly, que j'ai eue, au sein de Matrimoine féministe parce qu'elle avait notamment écrit, des livres pour enfants et celui, sur lequel on avait beaucoup échangé, pendant notre échange, c'était, Léo et ses 2 mamans parce qu'en fait, elle expliquait, à son fils que, le parcours de PMA, pourquoi, il est venu au monde et qu'il y avait autant d'amour que si c'était avec un papa et une maman et du coup, là, c'était un couple lesbienne et en plus, c'était un couple lesbienne asiatique puisque son fils manquait aussi, de représentation à ce niveau-là. Donc en fait, elle trouvait ça super et du coup, j'encourage vraiment les personnes qui nous écoutent à acheter ce genre de livres à leurs enfants. Mais je crois d'ailleurs que Sylvie Ly fait partie de ton site. Enfin, je croyais l'avoir vu. Peut-être que je me trompe. Tout à fait. J'ai les 2 ouvrages de Sylvie Ly que j'ai rencontrée plusieurs fois et dont, son livre, rentre totalement dans la sélection de Les livres qui s'aiment parce qu'en effet, il y a cette, représentation de famille lesboparentale. Et puis aussi, il y a plein de petits détails dans les illustrations. J'ai longuement échangé avec Sylvie sur, la diversité culturelle, ethnique et culturelle aussi, avec des petits détails qui font rappel à l'Asie, parce que c'est ça qui est important. Tu vois, tu parlais d'embrasser nos différences, et je pense que c'est ce qui manque cruellement dans nos livres, dans les livres jeunesse. Quand on parle surtout de diversité aujourd'hui, la diversité ethnique en tout cas, c'est pas simplement prendre un personnage et changer la couleur plutôt que de cliquer sur du beige, mettre du marron pour en faire un personnage noir. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir une diversité culturelle dans les livres. Et donc quand on a un personnage noir qui s'appelle Nathan, est-ce que c'est vraiment parler, est-ce que c'est vraiment de la diversité? Et donc voilà, c'est ce que fait Sylvie dans son livre. Sylvie, dans son livre, l'enfant Léo, le héros de cette histoire, il a des grands-parents chinois. Et donc dedans, on va retrouver dans la nourriture, dans les cadres, dans la décoration des pièces, on va retrouver ces petits clins d'œil à la culture asiatique. Et c'est ça qui est important. C'est pas de lisser justement nos différences, mais c'est plutôt de les embrasser et d'en être fier. Mmh. Oui, parce que ça fait partie clairement de l'identité, des personnes, multiculturelles et puis même pour les personnes qui sont pas multiculturelles, c'est hyper important de comprendre ou d'avoir cette volonté de comprendre cette multiculturalité parce que je pense aussi, s'il y a beaucoup de xénophobie, ce genre de choses, c'est justement parce qu'on n'a pas appris à comprendre les différences des autres et qu'on a plus appris à les juger, à les voir comme néfastes, à les pointer du doigt alors que, c'est pas la bonne façon de faire. On est des êtres humains, de toute façon, on est tous et toutes uniques, donc c'est hyper important de valoriser, notre différence et même, montrer que, la culture par exemple, l'exemple de la culture asiatique, c'est super, OK, toi, tu as une culture française, mais tu peux aussi avoir une culture asiatique et ça va bien ensemble et tu peux avoir, plein d'autres cultures qui vont ensemble et il faut juste, accepter ce fait et montrer que c'est normal, d'avoir,
une culture différente, de vivre avec plusieurs cultures. Enfin, le monde, il est tellement complexe que je pense que ouais, apprendre à cultiver ces différences et bah, ça nous emmène vers un chemin intérieur très profond, très puissant et pour notre propre bien-être, je pense que c'est bien d'être dans cette posture de s'ouvrir, on va dire, à ça. Ça fait clairement une ouverture d'esprit. On s'ouvre à l'amour, en fait, dans certaines mesures. L'amour des autres, l'amour d'autrui, plutôt qu'être dans la haine. Parce que être dans la haine d'autrui et des autres, en fait, ça te consomme énormément d'énergie. Alors que si tu es dans une position j'accueille, et ben c'est mieux. Bon, bien sûr, après, ça dépend évidemment de son vécu, son expérience personnelle, de ce qu'on a pu traverser. Enfin, il y a une multitude de facteurs qui rentrent en jeu. Ça je le dis, je le nie pas. Mais je me dis, ouais, pour avancer dans une société plus juste et plus égalitaire, c'est vrai qu'un premier pas, c'est justement s'ouvrir à la culture des autres. Ouais, tout à fait et puis, on voit nettement l'impact que ça a, d'avoir des représentations aussi très justes. Par exemple, j'ai fait la lecture dans un centre social à Saint-Ouen. J'ai lu L'amoureuse de Simone, aux éditions de Compte pas pour du beurre et par exemple dans ce texte-là, il y a Tata Fat qui est une personne noire et grosse, qui à un moment est en train de tresser, je sais plus comment elle s'appelle, bah, je pense que c'est une des héroïnes, Simone. Et là, en fait, dans cette scène où Simone vient se réconforter auprès de Tata Fat, j'ai des enfants, enfin j'en ai un enfant en particulier qui dit: «Mais c'est ma maman, elle s'appelle pas Tata Fat, c'est ma maman». Il était tout petit et il était tellement content, en fait, de voir, enfin, on a vu déjà la joie. J'ai vraiment vu la joie dans cet enfant de reconnaître sa maman dans le livre. Et une deuxième lecture que j'ai faite, c'était Tout est si brillant. Et Tout est si brillant, c'est un livre intéressant, c'est un livre queer et aussi sur valoriser la culture maghrébine d'un petit garçon qui se rêve d'être une star et qui aime se maquiller, qui aime mettre du vernis et qui voilà, qui rêve d'être une star de la chanson. Et dans cette histoire, il y a sa mère et sa grand-mère ou sa tante qui lui chantent une berceuse et qui lui parle et qui lui dit Habibi. Et quand j'ai dit Habibi, et ben en fait, ils ont compris. Et c'était vraiment et vraiment, j'ai vu la joie dans ces enfants de se sentir représentés dans ces histoires. Ils étaient super fiers. Et en effet, par exemple, bah, si on parle des personnes et des mères qui portent le foulard et qui attendent à la sortie de l'école et qui n'existent pas dans les livres, et ben, je pense que ces enfants, quand ils voient aujourd'hui des livres qui représentent leur maman, ils sont super fiers de leur culture et de leur famille. Et je pense que c'est vraiment hyper important pour eux aussi de montrer aussi que leurs familles ont toute la place dans les histoires aussi et dans les autres foyers. Oui, c'est hyper important ce que tu nous dis et ça me fait penser, par exemple, avec le fait que Disney ait choisi une petite sirène noire et je voyais des vidéos sur les réseaux sociaux d'enfants qui étaient en mode: «Waouh, mais c'est moi, je suis trop contente». Donc ça procure, beaucoup de joie pour les enfants et même moi, je me rappelle une anecdote par rapport au Total Spice quand j'étais petite. Parce que quand j'étais petite, j'étais rondouillette et en fait, je sais pas, dans Total Spice, il y avait un épisode où Clover, je ne sais plus pourquoi, mais elle était devenue rondouillette et en fait, à partir de ce moment-là, Clover, c'est devenu ma préférée et du coup, je me suis dit: «Mais c'est moi Clover, je suis trop contente!» Ouais, ouais, tout à fait. Et j'ai échangé beaucoup. En fait, c'est surtout quand j'échange, je pense que avec les familles, quand j'échange avec les familles, l'impact, il se ressent aussi beaucoup dans les parents qui ça fait écho avec leurs propres histoires. Moi, les livres qui s'aiment, c'est aussi un projet qui fait écho avec ma propre histoire. Moi, je suis issue d'une famille biculturelle où ma mère est équatorienne, donc d'Amérique du Sud, et mon père est breton. Donc, on a cette double culture à la maison. Je n'ai grandi avec aucune représentation latinos. Et du coup, j'ai grandi avec tous les clichés que pouvaient avoir mes camarades sur les familles latinos de poncho, de flûte de pan et de lama, alors qu'en fait, en Amérique latine, on vit pas du tout comme ça. Et ça a fait aussi beaucoup écho à moi. Comme toi, j'étais rondouillette et je pense que j'ai été beaucoup euh, complexée de par les représentations qu'on avait, par les magazines, par notre adolescence, voilà, qui nous renvoyaient à toutes les injonctions sur la beauté et qui font qu'encore à 40 ans aujourd'hui, on se traîne des complexes et donc voilà, en effet, ce pouvoir des représentations, c'est vraiment quelque chose que je voulais briser pour mes filles et donc leur montrer une plus grande diversité des corps pour dire que pour casser vraiment ce côté normé.
Oui, ça me fait penser à l'épisode que j'avais eu avec Ashley, CEO sur le féminisme intersectionnel parce que du coup, on parlait pendant l'épisode qu'elle ait fait une quête identitaire et de vivre avec ces 2 identités et que, bah, toi, comme tu as pu avoir comme une expérience, tu pas eu de rôle modèle et tu pas pu, enfin, de rôle modèle par rapport à ta culture, latino. Mais et du coup, c'est ouais, c'est super que tu puisses offrir ça, à tes filles pour qu'elles puissent, bah, s'affirmer parce que ça fait c'est elles en fait, elles sont le tout, c'est pas juste une partie, c'est pas que la partie visible de l'iceberg, on va dire. Il y a des choses qui sont plus enfouies, qui ramènent à nos racines et que c'est important, bah, d'entamer, cette réflexion pour, bah, apprendre à mieux se connaître parce qu'au final, je pense vraiment que, une de nos quêtes qu'on devrait avoir sur terre, c'est, la quête du chemin vers soi et en plus pour avoir un chemin vers soi, hem, ça me fait penser par exemple moi en tant que femme, il y a l'héritage de toutes les générations de femmes avant moi qui m'ont précédée et qui arriveront par la suite, qui font construire mon identité actuelle parce qu'elles se sont battues pour avoir des droits, des libertés et plein d'autres choses et encore plus, bah, avec, pour d'autres femmes avec, l'intersectionnalité, enfin et c'est important d'avoir, ces rôles modèles pour pouvoir, bouger les lignes dans son quotidien et bah, aller vers une société plus juste, plus équitable donc ouais, ça fait écho vraiment, avec tout ça. Ouais, tout à fait. On voit aujourd'hui l'importance des rôles modèles pour se construire et quand tu regardes les constats du centre Hubertine-Auclair qui va te parler de 3,2 de personnages féminins dans les ouvrages, scolaires, bon, bah, voilà, comment tu veux que nos filles ensuite se rêvent d'être présidentes, astronautes et scientifiques quand elles ne grandissent pas avec des modèles, féminins dans les manuels scolaires? Et encore aujourd'hui, dans les rôles modèles, il y a tellement de enfin voilà, c'est pas que les rôles modèles féminins, ça va être aussi des rôles modèles non blancs, des rôles modèles LGBT, enfin vraiment montrer que, que, que tout le monde a que tout le monde a participé à l'histoire et qu'en fait on peut se rêver de plein de choses. C'est hyper important. Mais par rapport à ce que tu dis avec les 3,2 de personnages féminins dans les ouvrages scolaires, en fait, moi, ça me rappelle clairement au collège et en fait ça a été, l'anecdote clairement qui a été, le déclencheur par la suite de Féministe C'est mon compte Instagram et Matrimoine Féministe, mon podcast. Donc comme quoi il faut chercher des fois même dans son enfant intérieur bah, pour trouver, son chemin. Mais en gros, l'anecdote, c'était que j'avais une dispute avec un mec de ma classe car pour lui, les femmes n'avaient pas marqué l'histoire, sinon on entendrait plus parler. Et en fait, bah, moi j'étais convaincue, bah, qu'il avait tort, que les femmes elles avaient marqué l'histoire et tout. Et il m'avait mis au défi de lui donner plein de noms de femmes inspirantes qui ont marqué l'histoire. Et moi, j'étais capable de lui en donner que trois Jeanne d'Arc, Marie Curie et Rosa Parks. Et du coup, j'avais la sensation d'avoir perdu le débat et je trouvais ça, bah, je sais pas, j'étais frustrée parce que je savais que j'avais raison, que les femmes elles avaient vraiment marqué l'histoire, mais qu'on n'entendait pas parler. Mais j'étais au collège à ce moment-là, j'étais encore plus jeune et du coup Internet n'était pas aussi bien développé et du coup bah j'avais mis ça un peu de côté et j'ai mené ma life et puis après bah voilà. J'ai lancé Féministe C'est j'ai lancé Matrimoine Féministe et du coup je me suis reconnectée à cette Estelle du passé qui était énervée et de pas avoir pu gagner ce débat parce qu'elle était convaincue bah, que les femmes avaient changé l'histoire et bah, du coup bien sûr bien après j'avais appris bien des pans que les femmes ont été invisibilisées dans l'histoire et ça me fait penser à une BD que j'adore et que je peux recommander à tout le monde. C'est l'histoire de France au féminin de Blanche Chabat et Christine Mirza qui est vraiment une pépite. C'est vrai que je réalise aujourd'hui, la chance qu'ont nos enfants de grandir avec ces nouveaux ouvrages où en effet, les historiennes ont aussi, revendiqué, le rôle des femmes dans l'histoire et aujourd'hui je suis super contente. En effet, j'ai cette BD dont tu parles, Histoire de France au féminin, que j'aime beaucoup. En plus, Blanche Sabat, c'est une autrice que j'aime beaucoup. J'ai aussi l'ouvrage de Titou Lecoq qui est Les femmes ont fait l'histoire qu'elle a adapté pour la jeunesse. Et je t'avoue que c'est un régal. Avec mes filles, on lit un chapitre de temps en temps. Et je me rends compte de la chance qu'elles ont de pouvoir grandir avec ça. Franchement, je suis super contente de ces ouvrages et ils sont très importants, non seulement pour les filles, mais aussi pour les garçons.
Et c'est vraiment des bonnes leçons et bien sûr pour les personnes qui les lisent parce qu'aujourd'hui encore, il y a des adultes qui sont convaincus, même dans les écoles, que les femmes ne réalisent pas à quel point les femmes ont été invisibilisées. Et donc c'est vraiment important de rétablir l'histoire. Complètement. Mais d'ailleurs, ça me fait penser aussi à un podcast qui s'appelle «Les nouvelles héroïnes» de Céline Steyer qui justement présente pour, les enfants des portraits, de femmes inspirantes en façon audio et je sais que ça a trouvé son public. Je sais pas si toi tu l'écoutes avec tes filles? Alors, non seulement je l'écoute, mais j'ai la chance de travailler, avec, Céline Steyer de temps en temps avec son podcast. On a fait quelques épisodes et posts en commun et ce que j'aime beaucoup sur ce que fait, Céline avec son podcast Nouvelles héroïnes, c'est que ce sont des héroïnes, enfin des héroïnes, si je fais bien la liaison, contemporaines. C'est-à-dire que ce sont des rôles modèles qui existent aujourd'hui, que les, jeunes filles et les jeunes garçons peuvent rencontrer. Et aussi, ce sont des parcours vraiment dotés de courage, des personnes porteurs de handicap, des personnes LGBT. Enfin, il y a vraiment aussi une diversité dans les portraits qu'elles présentent. Et vraiment, c'est un podcast que je recommande également. Moi je savais pas du tout que tu travaillais ensemble donc c'est trop bien. Bah, ouais, il y a pas mal de connexions, le monde est petit dans le monde féministe, on va dire. Donc ouais, bah, trop, trop bien et c'est vrai que, je suis très contente moi aussi, pour que, les enfants de cette génération, puissent, bah, grandir, en conscience et d'ailleurs ça me fait penser à une citation que j'ai déjà dit justement avec Ashley Sio. On parle souvent de quelle, planète on va laisser à nos enfants, mais on se pose pas forcément la question inverse, quels enfants on va laisser à cette planète? Et je pense que c'est ça le plus important au final, parce que plus on aura des enfants qui seront conscients, du coup, à leur niveau et après qui vont grandir, des enjeux, d'égalité, des enjeux sociétaux, des enjeux écologiques et compagnie, plus en fait on pourra créer des nouveaux récits qui seront positifs et ça me fait penser par exemple avec la crise climatique, c'est vrai que si à force de montrer: «Oh là là, c'est la catastrophe, la planète elle est foutue, on va jamais s'en sortir» et ben, en fait, ça donne pas, d'espoir pour les gens et du coup ils se disent: «Bon, bah, si elle est foutue, bah, ça sert à rien que je fasse quelque chose». Alors que si on donne de l'espoir, il y a que comme ça en fait que les choses pourront changer et je sais que de plus en plus, il y a des initiatives qui se créent pour aller dans ce sens, pour montrer de l'espoir et pour montrer on peut encore agir pour sauver la planète, c'est pas trop tard. Et ben, en fait, ça fait le déclic chez les gens, quoi. C'est vrai que pour la librairie, le volet écologique, il est aussi super important. Il est important parce que nos enfants vont forcément être sollicités sur ces enjeux-là. Et pour moi, l'essentiel aussi, c'est qu'ils s'accaparent ces sujets de manière positive et plutôt orientée action, sans créer d'éco-anxiété, parce que c'est une menace qui peut être très présente pour les futures générations. Et forcément, on ne peut pas dissocier le volet écologique du volet social. Et c'est pour ça que quand je parle des livres qui s'aiment, je dis que c'est une librairie qui est engagée pour la diversité, l'égalité et l'écologie. Et pour moi, sensibiliser à l'écologie, ça va commencer par comprendre déjà la nature et les écosystèmes qui nous entourent, parce qu'on ne peut pas protéger ce qu'on ne connaît pas et ce qu'on n'aime pas. Donc, commencer avec des ouvrages qui va permettre de découvrir et de comprendre les écosystèmes dans lesquels on vit. Mais aussi, j'aime présenter pas mal de rôles modèles et de récits qui vont inspirer les enfants sur comment ils peuvent s'engager et de leur montrer qu'il y a une ouverture. Il y a des ouvertures professionnelles aussi. Il y a plein de métiers qui peuvent être avec des impacts positifs pour l'environnement. Et c'est vraiment de les inspirer comme ça. Aussi de leur montrer qu'ils ne sont pas tout seuls dans le combat, qu'on est à leur côté. Parce que moi, je déplore un peu ces messages de vous allez être les super-héros, vous allez sauver la planète. Non, non, c'est vraiment un travail d'équipe et un travail intergénérationnel. Donc j'aime bien les livres aussi qui montrent des familles qui s'engagent auprès des enfants pour qu'on porte vraiment ensemble ce monde plus juste et plus durable, encore une fois. Et vraiment, pour moi, ce qui est essentiel dans les ouvrages qui parlent d'écologie, c'est vraiment de ne pas créer d'angoisse, donc de ne pas créer d'éco-anxiété chez les enfants, mais plutôt être avec des ouvrages qui vont montrer comment ils vont pouvoir agir à leur échelle par
par, de la sensibilisation, par, des ramassages de déchets, par, s'engager pour la protection des animaux. Enfin voilà, c'est vraiment des ouvrages que j'aime beaucoup. Oui, ce que tu soulignes, c'est hyper important parce qu'en fait, il faut aider, les enfants à construire leur esprit critique et même les adultes, hein, j'ai envie de dire, parce qu'avec les réseaux sociaux, c'est pas évident d'avoir un esprit critique quand on voit des vidéos ou des contenus qui sont très, très courts. Ça va pas forcément enfin, il faut entrer plus en profondeur dans les sujets. C'est pour ça aussi que j'ai lancé un podcast parce que j'en avais un peu marre, des réseaux sociaux où, on n'avait qu'une toute petite partie, du sujet et qu'on n'avait pas dans sa globalité et du coup, c'est vrai que c'est très important et tu parlais de métiers et ça me fait penser pour les métiers scientifiques. Aujourd'hui, il y a encore, un déficit de femmes assez énorme et du coup, c'est super de pouvoir montrer aux enfants et notamment aux petites filles que faire des métiers scientifiques, c'est cool. Tu peux avoir un impact sur la planète, par exemple. Tu peux leur montrer plein de choses, très bien et comme ça, les petites filles, quand elles vont grandir, elles vont se dire: «Ah bah oui, c'est fait pour moi parce que, bah oui, j'ai vu, qu'il y avait, plein de femmes qui sont dedans». Alors que c'est vrai qu'aujourd'hui, potentiellement, c'est peut-être plus compliqué pour une jeune fille de se projeter parce qu'il y a moins de ces rôles modèles et puis il peut aussi y avoir, du sexisme, assez très ancré même et pas mal de complications par rapport au fait d'être une femme. Ça me fait penser, ouais, que 80 des inégalités, hommes-femmes, bah, ils proviennent, du congé maternité justement. Donc c'est vrai que, ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est on prépare vraiment une société pour, que les futures générations pu ne n'aient pas ces combats à faire. Enfin, on fait de notre mieux, hein. Potentiellement, il y aura toujours, pas mal de choses à régler, ça c'est sûr, mais en fait, on avance pour quelque chose de plus égalitaire et plus juste et ça m'amène aussi à une petite question pour toi parce que les livres qui s'aiment, du coup, je voulais savoir qui s'aime quoi au juste? Bah, en fait, c'est vrai que moi, quand j'ai pensé déjà à un projet d'impact, au début, j'étais vraiment plus sur des métiers de la terre, de l'alimentation mais bon, en fait, j'avais pas du tout la main verte. J'avais vraiment gardé cette fibre-là et le livre, pour moi, il faisait sens aussi parce que c'est un bien de première nécessité. Ça s'est révélé pendant le confinement, tu vois? D'avoir un outil qui est vraiment essentiel et donc pour moi, les livres qui s'aiment, forcément, il y a ce jeu de mots. Il y a des livres les livres qui s'aiment, les livres en tant que graines qui n'attendent que de germer et qui attendent de grandir. Enfin voilà, il faut accompagner aussi ces livres. Donc, il y a pas que la graine, il y a aussi, comment on va la faire grandir et pousser cette graine et qui sème quoi? Bah, qui sème de l'amour, qui sème, l'amour et le respect de soi, l'amour et le respect pour autrui et l'amour et le respect du vivant. Donc les livres qui s'aiment, c'est ça et si tu veux la fun fact, ce qui est rigolo, c'est qu'au début, mes filles, quand elles écrivaient le nom de ma librairie, donc les livres qui s'aiment, elles écrivaient plutôt les livres qui s'aiment, S apostrophe A-I-M-E-N-T avec des cœurs autour et donc là, j'étais vraiment trop contente parce que je me suis dit qu'elles avaient vraiment tout compris de la mission de la librairie et donc oui, des livres qui s'aiment quoi? Des livres qui s'aiment, du pouvoir et de l'amour. Oh, elle est trop mignonne cette anecdote, je la valide de fou, c'est adorable. Oui, en fait, c'est vrai que les enfants, on a tendance, en tant qu'adultes, par exemple, j'ai pas d'enfants, mais potentiellement, je sais qu'il y a des adultes qui peuvent se dire: «Bah, c'est que des enfants», alors que non, en fait, c'est des enfants qui ont leur propre conscience, qui ont leur propre, enfin, c'est pas parce qu'on est enfant qu'on peut pas avoir, des valeurs, un esprit critique qui commence à bourgeonner et du coup, ouais, c'est hyper important de les prendre, comme des êtres humains, hein et nous prendre tous et toutes comme des êtres humains et sans faire, des différences de genre ou que sais-je. Donc ouais, c'est hyper important, ce que tu sèmes avec, les livres qui s'aiment. Merci et j'aimerais aussi rebondir sur ce que tu viens de dire pour aussi inspirer, les jeunes filles dans des carrières, scientifiques, techniques ou même, numériques. C'est qu'en effet, c'est super important de les inciter à suivre ces carrières-là parce que déjà, d'une part, ce sont des carrières d'avenir, ce sont des carrières à forte valeur ajoutée et puis aujourd'hui dans les inégalités, il y a aussi beaucoup les inégalités de salaire bien sûr et qui sont dues au fait que les femmes aujourd'hui vont plutôt vers les métiers du care plutôt que dans des métiers, techniques et voilà numériques et tout ça et que,
et que forcément les rôles modèles ont beaucoup, beaucoup joué, mais aussi les livres de représenter des petites filles qui, dans des sujets scientifiques, ça va jouer aussi beaucoup. C'est-à-dire que dès petits, il faut valider auprès des filles qu'elles ont toute leur place dans ces milieux-là. Et ça va passer. Moi, ça a été un des premiers déclics, tu vois. Quand j'étais pendant le confinement et qu'on parlait de système solaire, de corps humain, et que je voyais qu'en fait, dans les histoires, c'était plutôt des petits garçons qui présentaient ça, et j'avais l'impression que les filles étaient des personnages secondaires, un peu comme des faire-valoir. Tout de suite, je me suis dit, bah tiens, là, on montre déjà que les filles n'ont pas la même place que les petits garçons. Donc, vraiment, ce déclic-là, je l'ai eu vraiment en 2020, où je me suis dit, mais la manière dont on présente les garçons et les filles dans les ouvrages, ils n'ont pas la même position. Et aujourd'hui, c'est important, on le voit aussi beaucoup dans le numérique, hein, quand tu vois le développement de l'IA. Euh, Aujourd'hui, les femmes dans le numérique, c'est à peine 20%. On nous promet un monde tout numérique, mais qu'est-ce que c'est un monde tout numérique développé uniquement par des hommes? Donc oui, vraiment, c'est super important que les enfants, enfin que les filles aujourd'hui sentent qu'elles ont toute leur place. Surtout qu'elles sont très intelligentes. Les statistiques montrent qu'elles ont de très bons résultats en mathématiques, qu'elles sont elles sont parfois plus diplômées que les hommes, mais c'est vrai qu'il y a les stéréotypes, les injonctions qui vont leur faire comprendre qu'elles ne sont pas légitimes dans ces milieux-là. Et puis bon, après, vraiment, là, on est sur l'autre sujet de la maternité qui, en effet, va venir freiner la carrière et sur lequel il faut agir aussi. Par rapport à ce que tu disais, oui, c'est important pour les petites filles de prendre leur place dans la société et de leur montrer qu'elles sont capables, qu'elles peuvent faire des grandes choses. Et c'est vrai que ça leur donne confiance en elles, ça les inspire à agir. Et bah, ça me fait penser, oui, par exemple, on n'a jamais eu en France de femme présidente. Donc c'est sûr que ça va peut-être pas venir à l'idée d'une petite fille de devenir présidente parce qu'on n'a pas eu de représentation de ce côté-là. Et du coup, ouais, toujours toutes les questions de représentation, parce que c'est très important. Et ça me fait penser aussi, parce que on en parlait en début d'épisode, que tu étais fresqueuse de l'équité, et vu que ça a quand même un lien avec tout ce qu'on vient de dire, je me disais que ça pourrait être cool que tu puisses nous présenter un peu ce que c'est pour les personnes qui nous écoutent, qui ne savent pas ce que c'est d'être fresqueuse de l'équité. Eh bien, la fresque de l'équité, c'est un atelier d'intelligence collective. Je ne sais pas si certains auditeurs ou auditrices connaissent la fresque du climat, mais en gros, ça va reprendre la même pédagogie où on va avoir autour d'une table, on va animer un jeu de cartes qui va nous permettre de découvrir et de comprendre les inégalités hommes-femmes. Et une deuxième partie où on va agir ensemble pour trouver réfléchir ensemble à des actions collectives, donc des actions qui vont être ou pour le collectif, ou pour les entreprises, ou des actions aussi et des défis individuels. C'est un atelier que j'aime beaucoup parce qu'on n'est pas sur un atelier qui est descendant, c'est-à-dire c'est pas moi qui vais apporter les informations. On n'est pas en mode conférence, mais c'est vraiment les personnes autour de la table qui vont partager leurs expériences, leurs ressentis, leurs constats. Et donc, c'est un atelier qu'elles vont construire elles-mêmes et elles vont elles-mêmes dessiner cette fresque. Et pour moi, elle fait vraiment sens cette fresque parce que déjà, au-delà de vendre des livres, ce qui m'intéresse, c'est de sensibiliser autour de ces sujets-là et que la fresque, c'est vraiment un atelier de sensibilisation, mais aussi parce qu'on va étudier plusieurs domaines dans la vie des femmes qui vont être la finance, la carrière, les violences sexistes et sexuelles, la famille et la parentalité, et aussi, surtout, vous imaginez bien qu'on va parler d'éducation et justement de l'impact de ces rôles modèles et de l'impact des représentations dans la construction de soi. Et donc, c'est un sujet qui va venir un moment dans la fresque. Et pour moi, ça fait tout le lien avec les engagements de la librairie en termes de représentation. Donc, pour moi, vraiment, la sensibilisation elle est très importante. Et les livres qui s'aiment, la librairie Les Livres qui s'aiment, c'est un outil pour avoir les supports à la maison, pour pouvoir apporter et appuyer tous ces messages-là. Et donc, la fresque de l'équité, c'est un atelier qu'on fait auprès du grand public, là où on s'est rencontrés justement chez Sister à Paris. Et puis aussi, c'est un atelier qu'on anime au sein des entreprises ou au sein des organisations pour aussi fédérer les collaborateurs pour que les collaborateurs et les collaboratrices euh, eux-mêmes et elles-mêmes puissent apporter des solutions au sein de leur entreprise. Et c'est ça qui est vraiment intéressant.
Oui, parce que ce qui est intéressant, comme tu dis, avec, les fraises, enfin les ateliers d'intelligence collective, c'est que finalement, on peut avoir de l'impact à son échelle. On a le pouvoir d'agir. Comme tu disais, on n'est pas là, juste en tant que témoin, on est là comme partie prenante, du process et de pouvoir changer, les choses à son échelle, à son impact. Et c'est vrai que pour les entreprises, je pense que bah, on en discutait aussi avec, une autre de mes invitées, elle disait que chaque organisation, en fait, ils ont sa propre façon de voir, enfin, d'être construit, d'avoir des process et compagnie. Et, et c'est important d'avoir ces ateliers d'intelligence collective pour les aider à repenser tout ça de l'intérieur parce que évidemment, les solutions qu'on va proposer, c'est pas des solutions qui sont adaptables pour toutes les entreprises, loin de là, mais qui sont, à personnaliser en fonction de chacune des entreprises, en fonction de leurs contraintes, en fonction de leur budget, en fonction de pas mal de choses. Et je pense que pour changer à l'intérieur ce qu'on fait au sein des sociétés, bah, c'est les ateliers d'intelligence collective sont vraiment nécessaires. Oui, et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'aime mettre en avant auprès des entreprises, c'est qu'elles vont avoir une liste d'actions qui sont portées par les équipes elles-mêmes. Et comme tu dis, elles sont les mieux placées pour savoir, ce qu'il faut faire dans l'entreprise, pour amener, plus d'égalité dans l'entreprise. Elles vont connaître les plateformes de formation, elles vont connaître le monde de fonctionnement, elles vont avoir des idées parce qu'elles connaissent l'agenda événementiel de l'entreprise et en fait, ce sont des choses que nous, on ne pourrait pas leur livrer, mais que elles, dans une après-midi, on arrive avec une liste d'actions qui sont vraiment très impactantes, portées par les collaborateurs et les collaboratrices. Et bien souvent, autour de la table, il nous arrive d'avoir aussi des membres du COMEX, ce qui fait qu'on est aussi avec une gouvernance qui est aussi sensibilisée. Et c'est ça qui est important, parce que le plus dur, c'est aussi parfois d'avoir la vision du conseil d'administration de l'entreprise. Et alors que là, il est sensibilisé au même titre que tout le personnel de l'entreprise. Souvent, ce sont des ateliers qui mélangent un peu toutes les hiérarchies dans l'entreprise. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est exactement le COMEX pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas familiarisées à ces termes? Et c'est quoi un conseil d'administration? Quel est, son impact pour, l'entreprise? Parce que ouais, je fais du féminisme éducatif et j'ai envie que tout le monde puisse comprendre tous les termes. Alors en gros, le COMEX, ce sont les comités, exécutifs et conseils d'administration. En gros, ce sont les instances de direction dans les entreprises. Ce sont vraiment les personnes, qui vont être, décisionnaires, donc les personnes haut placées dans les entreprises. OK, très clair. Merci pour, ces petites, explications. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose à notre discussion avant de passer tout doucement vers, la conclusion? Je pense que le plus important, c'est, tu l'as dit à un moment cet échange, c'est de travailler l'esprit critique des enfants. Je voulais vraiment insister sur le fait que, ça sert à rien de censurer des ouvrages, parce qu'à un moment ou l'autre, nos enfants vont tomber dessus. Mais, ce qui est important, c'est de travailler leur esprit critique et d'accompagner aussi les enfants dans la lecture et de leur poser des questions. Et en fait, on va réaliser à quel point ils sont super intelligents et parfois ils nous surprennent et qu'ils ont des remarques qui sont vraiment, très pertinentes. Et voilà, de leur faire confiance et de travailler leur esprit critique, c'est vraiment la clé. Et après, ils ont le droit de faut pas censurer des ouvrages. Je pense que c'est important. Mmh. Oui, je suis d'accord avec toi, la censure, ça n'apporte, rien. Et puis, comme tu dis, oui, ils peuvent tomber dessus et ils vont pas comprendre, enfin, en fait, je pense que la censure, enfin, ça sert à rien parce qu'en fait, les enfants ne comprennent pas pourquoi c'est mal et du coup, s'ils comprennent pas pourquoi c'est mal, ben, en fait, vu qu'ils apprennent pas, ils pourront, bah, répliquer ces modèles-là parce qu'ils ont pas cette conscience qu'on ne leur a pas expliqué. Du coup, c'est vrai qu'être parent, j'en suis pas encore maman, mais c'est un vrai boulot à part entière parce que quand même, on va former, les futurs citoyens et citoyennes de demain donc c'est hyper important de leur permettre de leur donner une bonne base pour se construire après en tant qu'individu parce que finalement, on va dire même si c'est bien, hein, d'apprendre les mathématiques, le français et compagnie, je trouve que ça manque quand même de soft skills, enseignés au sein des écoles. Après je sais pas, peut-être les choses ont changé parce que moi, à mon époque, ça n'existait pas, donc j'espère qu'il y a des choses qui se mettent en place. Mais ouais, les soft skills, je pense que c'est ça qui est, essentiel dans la vie de tout individu. Ouais, ouais, tout à fait, c'est super important. Du coup, on va se diriger doucement vers, la conclusion. Du coup, quel serait ton mot de la fin par rapport à tout ce qu'on s'est dit?
Alors moi, j'aimerais qu'on retienne, surtout de cet entretien, le fait que les enfants et les individus intègrent les stéréotypes à l'âge de 4 ans et je pense que c'est super important pour vraiment qu'on prenne conscience que, les ouvrages premier âge sont aussi importants que les autres. Vraiment de faire et donc déjà de ne pas hésiter, en cadeau de naissance ou vraiment de commencer sa bibliothèque inclusive et positive dès les premiers âges de la vie. Pour moi, ça me semble vraiment important et de garder en tête que la littérature jeunesse, pour les enfants, c'est un espace de socialisation. Et donc, vraiment, l'idée là, c'est de ne pas sous-estimer l'impact de la littérature jeunesse sur l'impact que ça peut avoir sur les enfants, sur leur épanouissement et comment les empouvoirer grâce à la littérature jeunesse. T'as raison, la littérature jeunesse, c'est vrai qu'elle est, souvent dévalorisée, alors qu'il y a pas de raison de la dévaloriser. Il faut des livres pour chaque étape, de sa vie et on a tous et toutes commencé par là. Donc je suis d'accord, la construction, elle est encore plus importante à ce niveau-là, je pense. Ouais, tout à fait. Dans la suite de mes petites questions, du coup, toi, qui sont tes rôles modèles? Moi, j'ai pensé à Vandana Shiva, qui est une scientifique et militante écoféministe que j'ai découvert dans les conférences qu'elle faisait contre les OGM et notamment la lutte qu'elle a menée contre Monsanto. Et tu vois, typiquement, c'est une femme qui m'a toujours inspirée et qui m'a toujours fascinée. Et c'est vraiment un portrait que j'aimerais retrouver en rôle modèle pour les enfants, parce que je la trouve vraiment très inspirante, Vandana Shiva, une indienne. Mmh. Oui, c'était, elle qui a eu un mouvement, pour sauver les arbres. Il leur faisait des câlins. Enfin, j'ai plus exactement la chronologie en tête, mais je sais que ça avait pu avoir un vrai impact sur la déforestation, et c'est important. Exactement. Ouais, c'était le mouvement des Chipko. En effet, elles enlaçaient les arbres pour ne pas les couper et voilà, c'est un peu des méthodes, enfin, c'est de la désobéissance civile et je trouve que ça a beaucoup d'impact et c'est très inspirant. Mmh, mmh mh. Oui, surtout qu'à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on a tendance à détruire la nature, alors qu'on se rend pas compte enfin, les gens qui font ça, hein, que la nature, c'est ça qui est essentiel pour notre propre bien-être aussi. En fait, tuer la nature, c'est aussi tuer l'humanité dans une certaine mesure, parce qu'on a besoin d'arbres, on a besoin de plantes, on a besoin, de toutes ces choses. On n'a pas besoin que, je schématise, mais, des immeubles, des immeubles, des immeubles, waouh! Enfin, c'est pas le cadre de vie, il est pas ouf et du coup c'est important de préserver bah, notre maison à toutes et tous qui est la planète Terre au final. Oui et puis surtout prendre conscience que nous faisons partie de cette nature-là, que si jamais on se bat contre la nature, on se bat aussi contre nous-mêmes et donc on fait complètement partie intégrante de la nature et je trouve ça dommage, vraiment cette stigmatisation, qu'on fait avec, les militants, écologiques parce qu'en fait, c'est aussi un acte de résistance de notre propre espèce, que de vouloir, défendre la nature et la protéger. Ce serait vraiment l'objet d'un tout autre épisode qui serait passionnant, également j'avoue. Dans la suite de mes questions, quelles ressources tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent? Enfin, du coup, là, toi, quel livre tu recommanderais? Et potentiellement des livres pour Noël, puisque l'épisode va être diffusé au mois de décembre. Bah, pour Noël, pour les enfants, moi j'aime beaucoup la collection, Petite et grande éditée chez Keyman parce que ce sont des rôles modèles, des portraits de personnes inspirantes, plutôt, qui n'était pas destiné à changer le monde, c'est un peu comme ça qu'il le présente, mais c'est une collection qui est accessible et c'est vraiment rigolo de faire une collection avec les enfants, avec du coup, bah voilà, les portraits on a vu, il y a Rosa Parks, il y a David Bowie, Zaha Hadid, enfin, Ada Lovelace et tout ça. Et en fait, c'est vraiment beaucoup de rôles modèles féminins, LGBT, porteurs de handicap, et vraiment, c'est une collection que j'aime beaucoup. Et sinon, je conseillerais aussi bah, voilà, au vu de tout ce qu'on s'est dit, d'essayer d'offrir, des livres liés aux sciences aux petites filles et d'offrir, des livres, ou des poupées aux petits garçons. Enfin voilà, de prendre un peu le contre-pied des stéréotypes et de se surprendre aussi pour ce Noël qui arrive. Merci pour ces recommandations. Du coup, dans la suite de mes questions, heu, que signifie le terme féminisme pour toi? Pour moi, le féminisme, c'est vraiment ce mouvement qui apporte l'égalité des genres.
Et en fait, aujourd'hui, je trouve ça dommage qu'il soit parfois décrié, qu'on le décrit comme un terme clivant. Si tu veux, par exemple, moi, ma librairie, quand je disais que c'était une librairie jeunesse féministe, certaines personnes ont trouvé que c'était clivant, alors que je trouve que c'est dommage, c'est pas reconnaître tout ce que le mouvement féministe a fait pour les femmes, mais aussi pour les hommes, parce que l'égalité, c'est pas qu'une question d'apporter l'égalité pour les femmes, c'est vraiment un bénéfice pour toute la société. Je t'avoue qu'aujourd'hui, par rapport à mes librairies, je préfère le terme librairie antisexiste, où je trouve que le terme est peut-être plus inclusif sur les personnes qui ne se sentent pas aussi uniquement femmes. Et donc antisexiste, je pense que ça inclut beaucoup plus de personnes. Euh, voilà, mais oui, pour moi, le féminisme, aujourd'hui, je pense qu'on doit tellement de choses au mouvement féministe, mais qu'aujourd'hui, la société ne se rend pas compte de tout ce qu'on doit aux luttes féministes. Oui, ça fait encore le pont avec ce qu'on disait, le manque d'esprit critique des gens qui enfin, ils ne comprennent pas ce que ça implique, ce que ça représente et en fait, c'est plus facile, on va dire, de juger que de mettre les mains dans le cambouis et d'aller se renseigner plus en profondeur. Après, c'est vrai que peut-être que, de nos jours, la culture de l'effort est plus difficile vu qu'on peut avoir tout instantanément. Par exemple, je sais pas, Amazon, ils nous livrent le colis le lendemain, on a faim, on a flemme de faire les courses, oh bah, c'est pas grave, il y a Uber Eats. Du coup, c'est vrai qu'il y a tout un travail qui ne se fait pas parce que peut-être par paresse, parce que tout est dû. Donc c'est pour ça que ouais, c'est important de valoriser la parole des personnes concernées pour changer le monde un pas à la fois. Tout à fait. Je suis bien d'accord avec toi. Je m'en doutais. Et sinon, dans ma dernière question, qui aimerais-tu voir au micro de Matrimoine féministe? Eh bien, écoute, on a parlé de Céline Steyer, donc pourquoi pas? Je pense qu'en effet, le travail qu'elle mène avec son podcast, il est vraiment intéressant de mettre en avant toutes ces figures féminines contemporaines qui méritent d'être connues. Donc, je pense que je te recommanderais chaleureusement de recevoir Céline Steyer à ton micro. Bah, ce serait avec plaisir. Merci pour cette recommandation. C'est vrai que j'écoute aussi son podcast que je trouve très bien. Bah, d'ailleurs, j'ai même connu son podcast à ses tout débuts, où au début, elle s'adressait aux enfants et aux femmes. Du coup, elle faisait un autre format, pas exclusivement dédié aux enfants. Donc oui, c'est vrai que je trouve ça intéressant, la progression qu'elle a pu avoir. Bon, du coup, merci beaucoup pour cet épisode. Je l'ai trouvé très enrichissant et merci également aux personnes qui nous ont écoutés jusqu'au bout parce que c'est important d'avoir ces dialogues ensemble et voilà. Même écouter un épisode de podcast, ça suffit clairement à agir à son échelle. Merci beaucoup, Estelle. Ciao, ciao tout le monde! Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à parcourir la retranscription de l'épisode sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com et me laisser votre avis en commentaire. Cela me ferait vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. À très vite!